Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 2 du chapitre Fonctions réelles de deux variables. Dans cette séance, nous verrons la notion de plan tangent à une surface. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Nous commençons à l'oral par rappeler ce qui a été vu lors de la dernière séance, c'est-à-dire le DL1 d'une fonction réelle f de deux variables en un vecteur A de composante A1, A2. Alors pour écrire le DL1, nous avons besoin de considérer un vecteur H de composante H1, H2, et ce vecteur H est au voisinage de l'élément nul, du vecteur nul, de composante 0, 0. C'est-à-dire que H1 et H2 sont deux réels qui sont tous les deux proches de 0, au voisinage de 0. Alors nous pouvons écrire égalité, DL1 qui est donné par f de A plus H est égal à f de A plus les dérivées partielles de f par rapport à x en A fois H1 plus les dérivées partielles de f par rapport à y en A fois H2 plus norme de H fois epsilon de H, où epsilon est une fonction réelle de deux variables qui vérifie ceci, c'est-à-dire que la limite lorsque H tend vers le nul de epsilon de H est égale à 0. Alors, la fonction epsilon, nous ne la connaissons pas, nous savons juste qu'elle écrit cette limite. Et en fait, il faut voir norme de H fois epsilon de H comme un terme correctif qu'il faut ajouter à cette expression pour avoir l'égalité. Et lorsque H est très proche de l'élément nul, c'est-à-dire que H1 et H2 sont tous les deux très proches de 0, on aura toujours que norme de H fois epsilon de H sera en fait petit devant H1 et H2, c'est-à-dire que nous pourrons négliger ce terme correctif pour avoir alors une approximation de f de A plus H. Si nous négligeons ce terme correctif, alors l'expression obtenue ici sera donc une approximation de f de A plus H. L'intérêt de cette expression, c'est qu'elle est relativement simple. Nous pouvons remarquer que le DL1 d'une fonction réelle de deux variables ressemble en fait au DL1 d'une fonction réelle de une variable. Donc nous nous rappelons que le DL1 d'une fonction réelle de une variable est donné par f de A plus H est égal à f de A plus f' de A fois H plus H epsilon de H, où A est un réel et H aussi est un réel, H étant un réel proche de 0, et epsilon une fonction réelle de une variable, de sorte que la limite lorsque H tend vers 0 de epsilon de H est égal à 0. Ce qui fait que si on a bien compris le DL1 de une variable, on peut passer au DL1 de deux variables, en se disant que lorsque l'on veut dériver une fonction de deux variables, on peut soit la dériver par rapport à x, ou soit la dériver par rapport à y. Et ensuite, h, le réel h ne va plus être un réel, mais va devenir un couple de réels, qu'on peut dire aussi un vecteur de composantes h1 et h2. Et ainsi, lorsqu'on dérivera f par rapport à x, on multipliera le nombre dérivé en a obtenu par la composante h1. Et lorsque l'on dérivera f par rapport à y, on multipliera le nombre dérivé en a obtenu par la deuxième composante. Et voilà. Et donc nous pouvons ainsi, si nous avons bien compris le DL1 d'une fonction réelle d'une variable, nous pouvons en déduire facilement le DL1 d'une fonction réelle de deux variables. Donc un petit point de vocabulaire pour deux variables. Alors pour une variable, on sait que f admet un DL1 en A, c'est équivalent à dire que f est dérivable en A. Et pour deux variables, nous n'utiliserons pas le terme dérivable, mais nous utiliserons le terme différenciable, pour dire que f admet une différentielle. Nous avons vu donc auparavant. Alors ainsi, f admet un DL1 en A, donc dire que f admet un DL1 en A, ça veut dire que f de A plus H est égal à f de A plus 1 réel fois H1 plus 1 réel fois H2 plus norme de H fois epsilon de H. Donc lorsque nous avons cette égalité, c'est équivalent à dire que f est différenciable en A. Et donc intuitivement, ça correspond à la notion de dérivable pour une fonction de une variable. Nous allons maintenant présenter la philosophie de cette séance de cours. Vous savez que pour une fonction réelle f de une variable, c'est-à-dire que si f désigne une fonction réelle de une variable, vous savez que f est dérivable en A. Cela veut dire que la courbe représentative de petit f admet une tangente au point grand A de coordonnées A, f de A. Alors pour une fonction réelle de deux variables, nous allons voir un résultat similaire, c'est-à-dire que f sera différenciable
en le vecteur A de composante A1, A2, ça voudra dire que la surface représentative de f, c'est-à-dire la surface d'équation z égale f de xy, admet un plan tangent. Donc, ce ne sera plus une droite, mais ce sera un plan. C'est-à-dire que lorsqu'on passe de une variable à deux variables, on augmente de 1 au niveau de la dimension. C'est-à-dire qu'une droite, c'est pour une dimension 1, et un plan, c'est pour une dimension 2. Donc la surface représentative de f admet un plan tangent au point A. Donc on voudrait écrire A, f de A, mais A donc est un vecteur à deux composantes, A1, A2, donc on écrit A1, A2, et ensuite on écrit donc f de A, donc f du couple de composantes A1, A2. Donc la première composante c'est donc l'abscisse, la deuxième c'est leur donnée, et la valeur de f en A correspond à la cote, à la valeur de z. Au point 5, nous présentons l'interprétation géométrique de la différenciabilité, qui va être reliée à la notion de plan tangent. Alors, une fonction réelle de deux variables petit f est différenciable en le vecteur A de composante A1, A2, si et seulement si sa surface représentative, donc la surface représentative grand S de petit f, admet un plan tangent P au point A de composante A1, A2, f de A1, A2. Donc les deux premières composantes A1 et A2 sont celles de A, et la troisième composante est donnée par l'image du vecteur A par f, c'est-à-dire l'image aussi du couple A1, A2. Alors ce plan tangent, c'est le plan passant par le point A et contenant tous les vecteurs tangents à la surface S au point A. Alors sur le dessin, vous pouvez voir donc en orange, nous avons représenté donc la surface S représentant la fonction réelle petit f de variable. Et la notion de plan tangent, c'est-à-dire que si je considère le point A sur la surface, et bien si donc le plan tangent est un plan que je vais pouvoir poser sur la surface au niveau du point A, et donc localement, le plan ne touchera que le point A au niveau de la surface, et toute courbe qui va passer sur la surface et passer par le point A, eh bien les vecteurs tangents à cette courbe au point A seront sur le plan tangent. C'est-à-dire que tous les vecteurs qui passent par A et qui sont tangents à la surface sont sur le plan tangent. Donc on peut voir que le plan tangent de la surface au point A est le plan qui va contenir tous les vecteurs tangents à la surface au point A. Nous présentons une deuxième illustration du plan tangent en un point A. Nous considérons donc un repère orthonormal OIJ. OI est l'axe des abscisses X, OJ est l'axe des ordonnées Y, et OK est l'axe des cotes Z. Nous considérons donc un vecteur à deux composantes, un vecteur A de composante A1, A2, que nous plaçons dans le plan OIJ, donc avec A1 qui est la composante en abscisse et A2 qui est la composante en ordonnée. Nous calculons donc l'image de ce vecteur, c'est-à-dire f de A1, A2, que nous plaçons en cote, c'est-à-dire sur l'axe OZ. Et ainsi, nous pouvons construire le point A, donc à partir du vecteur A en abscisse, nous allons monter de f de A1, A2, et nous allons donc faire apparaître le point A de composante A1, A2, f de A1, A2. Donc 1 est la composante en abscisse, A2 la composante en ordonnée. Donc ces deux composantes définissent un vecteur A à deux composantes. Et la troisième composante, la cote, est égale donc à f de A à f de A1, A2. Et donc le point A obtenu est sur la surface S représentative de f, c'est-à-dire S étant la surface d'équation Z est égale à f de xy. Et si nous voulons donc représenter le plan tangent en A, donc ça va être un plan qui va passer par A et qui va, entre guillemets, venir caresser la surface au point A. C'est-à-dire que tous les vecteurs qui seront tangents à cette surface au point A seront sur ce plan, sur le plan tangent. Nous considérons le point A de composante en abscisse A1, de composante en ordonnée A2 et de composante en cote f de A1, A2. Et nous posons A le vecteur à deux composantes donné par A1 et A2. Alors, propriété. Une équation du plan tangent en A est donnée par l'équation Z est égal à f de A plus la dérivée partielle de f par rapport à x en A fois x moins 1 plus la dérivée partielle de f par rapport à y en A fois y moins 2. Et nous verrons que cette équation découle en fait du DL1 de f en A. Et cette équation va aussi nous permettre de déterminer un vecteur normal au plan tangent en A. Alors vous savez que pour obtenir un vecteur normal, il suffit de lire
le facteur de x, le facteur de y et le facteur de z. Donc dans cette équation, nous voyons que le facteur de x c'est bien la dérivée de f par rapport à x en a. Le facteur de y, c'est bien la dérivée de f par rapport à y en a, et si nous faisons apparaître z sur le second membre, c'est-à-dire que nous retranchons z des deux côtés, nous allons voir apparaître moins z, donc le facteur de z sera bien égal à moins 1. En exemple, nous allons déterminer une équation d'un plan tangent à une sphère, c'est ce que nous traiterons dans l'exemple 2.5. Nous allons présenter la rédaction de l'exemple 2.5. Nous commençons par préciser que dans le cas d'une fonction réelle de une variable, une équation de la tangente au point grand A d'abscisse A découle en fait du dl1 de f en A. Effectivement, nous savons que le dl1 de f en A est donné par f de A plus h est égal à f de A plus h f' de A plus h epsilon de h, où epsilon est une fonction réelle qui vérifie que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0. Alors nous savons que lorsque nous voulons représenter la courbe de f, nous allons placer donc en ordonnée les images par f des valeurs qui sont en abscisse. C'est-à-dire que nous pouvons poser ici y. Nous savons que x, l'abscisse x correspond à a plus h, c'est-à-dire que h est égal à x moins a, donc nous pouvons aussi remplacer h par x moins a. Et nous savons que lorsque h est très proche de 0, c'est-à-dire que a plus h est très proche de a, ce terme va être très petit, va être négligeable devant cette expression. Donc nous pouvons négliger ceci lorsque nous avons h très proche de 0. Et alors en effectuant les remplacements, nous obtenons que y est égal à f de a plus x moins a fois f' de a. Et nous voyons effectivement apparaître l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A. Nous allons voir qu'en procédant de même, nous allons faire apparaître l'équation du plan tangent dans le cadre d'une fonction réelle de f à deux variables. Nous nous plaçons maintenant dans le cadre d'une fonction réelle de deux variables. Et nous allons utiliser le dl1 de f en le vecteur a de composante a1, a2 pour déterminer une équation du plan tangent en le point A de composante a1, a2, f de a1, a2. Encore une fois, les deux premières composantes sont données par le vecteur a de composante a1, a2. Et la troisième composante est donnée par f de ce vecteur. Alors, nous rappelons que le dl1 de f en a est donné par f de a plus h est égal à f de a plus la dérivée partielle de f par rapport à x en a fois h1 plus la dérivée partielle de f par rapport à y en a fois h2 plus norme de h fois epsilon de h avec la limite lorsque h tend vers le vecteur nul de epsilon de h est égal au vecteur nul. Alors, maintenant nous n'allons pas avoir x qui sera égal à plus h, mais nous allons avoir que ce sera un couple xy, ou on peut dire aussi un vecteur de coordonnées xy qui va être égal à a plus h. Nous pouvons alors isoler h, nous allons dire que h va être égal au vecteur de composante xy moins a. Nous savons que a est le vecteur de composante a1, a2, et pour effectuer la différence, nous effectuons la différence des composantes. Ainsi, nous trouvons que le vecteur h est égal au vecteur de composante x moins a1 et y-2, et comme h a pour composante h1, h2, nous obtenons que le couple h1, h2 est égal au couple x-1, y-2. Pour le vecteur h de composante h1, h2, nous avons établi que le couple h1, h2 est égal au couple de composante x-1, y-2. Nous disons ainsi que h1 est égal à x-1 et h2 est égal à y-2. Nous allons utiliser ceci pour effectuer des remplacements dans le dl1 de f en a. Nous avons posé h1 égale x-1 et h2 égale y-2. Alors nous savons que lorsque nous voulons représenter la surface représentative d'une fonction de deux variables f, nous allons placer les images de f sur l'axe OZ. Donc nous pouvons remplacer ceci par z. Ensuite, nous allons remplacer h1 par x moins a1 et h2 par y moins a2. Et nous savons que lorsque nous sommes proches de a, le terme norme de h fois epsilon de h va être très petit devant h1 et h2. Nous allons pouvoir le négliger. Alors, si nous faisons ceci et nous effectuons les remplacements, nous obtenons l'égalité suivante. Z est égal à f de a plus la dérivée partielle de f par rapport à x en a fois x moins a1 plus la dérivée partielle de f par rapport à y, fois donc y moins a2. Et nous voyons apparaître une équation de plan, et ceci est une équation du plan tangent en le point A de composante A1, A2, f de A1, A2. Et nous allons voir comment en déduire un vecteur normal au plan tangent.
Nous avons établi qu'une équation du plan tangent est donnée par cette équation. Cette équation, nous allons la mettre sous la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, afin de pouvoir lire les composantes d'un vecteur normal au plan tangent. Alors, nous revenons à l'équation initiale. Dans un premier temps, nous allons développer les produits, les deux produits. Donc si nous commençons par développer ce produit, nous allons donc distribuer la dérivée partielle de f par rapport à x en a, donc à x et moins à 1, ce qui nous donne donc la dérivée partielle de f par rapport à x en a fois x, moins la dérivée partielle de f par rapport à x en a fois a1. Nous allons ensuite développer de même le produit avec la dérivée partielle de f par rapport à y en a. Ensuite, dans le second membre, nous allons modifier l'ordre des termes. Nous ferons d'abord apparaître en premier terme le terme en x, ensuite le terme en y, et ensuite les termes restants, nous allons les regrouper et nous leur donnerons un nom qui sera donc d. Nous appellerons d la somme des termes restants. Ensuite, nous soustrairons donc z à l'équation de façon à faire apparaître un 0 sur le premier membre et que z apparaisse alors sur le second membre, de sorte à faire apparaître x, y et z du même côté. Et nous pourrons alors réécrire cette équation en permutant les membres, c'est-à-dire en faisant en sorte que le second membre devienne le premier membre et que le premier membre devienne le second membre, de façon à faire apparaître ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer ces calculs et de faire apparaître la forme souhaitée pour l'équation du plan tangent. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous développons ce produit, nous obtenons donc la dérivée de f par rapport à y en a fois y, moins la dérivée de f par rapport à y en a fois a2. Nous avons donc ainsi donné une expression développée de l'équation du plan tangent. Nous allons ensuite sur le second membre modifier l'ordre des termes, donc nous mettons en première position le terme en x, la dérivée de f par rapport à x en a fois x. Ensuite, en deuxième position, nous allons mettre le terme en y, la dérivée partielle de f par rapport à y en a fois y. Et à ce moment-là, il va nous rester donc le terme f de a. Il va nous rester le terme moins la dérivée partielle de f par rapport à y en a fois 1. Et en troisième terme, moins la dérivée partielle de f par rapport à y en a fois a2. Donc pour alléger la notation, cette somme de termes, nous l'appelons d. Ainsi, et ensuite, nous allons donc soustraire z à l'équation, donc z moins z nous donne 0, et le second membre moins z nous donner donc la dérivée partielle de f par rapport à x en a fois x, plus la dérivée partielle de f par rapport à y en a fois y, et donc moins z, et plus la somme des termes que nous avons appelée d. Et pour faire apparaître la forme classique, nous allons donc retourner à égalité, nous allons passer donc le second membre au premier membre, nous obtenons ainsi une expression, nous obtenons ainsi une équation du plan tangent de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Nous allons donc pouvoir déterminer un vecteur normal au plan tangent. Nous avons établi qu'une équation du plan tangent est donnée par cette équation. Nous pouvons en déduire que cette équation est l'équation d'un plan de vecteur normal n où les composantes de n sont les facteurs de x, y et z. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps d'exprimer les composantes de n, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Pour avoir les composantes du vecteur normal n, nous lisons les facteurs de x, y et z. Donc la première composante est le facteur de x qui est bien la dérivée partielle de f par rapport à x en a. La deuxième composante est le facteur de y qui est bien la dérivée partielle de f par rapport à y en a. Et la troisième composante est le facteur de z qui est bien égal à moins 1. Nous avons ainsi exprimé un vecteur normal au plan tangent. Rappel, nous voulons déterminer une équation de la sphère S de centre O et de rayon grand R. Alors nous savons qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère S. Si et seulement si la distance OM est égale au rayon grand R, nous savons exprimer la distance OM en fonction de x, y et z, ce qui nous permettra d'établir qu'une équation de S est donnée par une équation de la forme x au carré plus y carré plus z carré est égale à une grandeur que nous préciserons. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction.
Nous avons ici représenté en perspective la sphère S de centre O et de rayon grand R. Nous savons qu'un point M de coordonnées x, y, z est sur la sphère S si et seulement si la distance OM est égale au rayon grand R. Nous savons que l'expression de la distance OM est égale à racine de x au carré plus y carré plus z carré, donc qui est donc égale à grand R. Et pour alléger la notation, nous pouvons élever cette équation au carré et obtenir x carré plus y carré plus z carré qui est égal à grand R au carré. Nous avons ici l'équivalence puisque nous travaillons sur des grandeurs qui sont positives. Nous avons ainsi établi qu'une équation de la sphère S entre O et de rayon grand R est donnée par x au carré plus y carré plus z carré est égal à grand R au carré. Une petite remarque, lorsque nous passons de cette égalité à celle-ci, nous pouvons donc, lorsque nous élevons au carré, préciser qu'il y a équivalence puisque nous travaillons sur des grandeurs qui sont positives. Mais lorsque nous écrivons z égale 5, si nous élevons ceci au carré, nous ne pouvons pas dire que c'est équivalent à z carré égale 5 au carré. Puisque lorsque nous avons l'égalité z au carré égale 5 au carré, nous ne connaissons pas le signe de z. Nous pouvons dire que z est égal à 5 ou z est égal à moins 5. Donc ainsi, lorsque nous élevons au carré, pour conserver l'équivalence, nous devons préciser le signe de z que nous souhaitons. Et comme ici nous posons z égale 5, nous voulons que z soit positif. Donc nous devons rajouter z carré égale 5 au carré et la contrainte z supérieur égal à 0. En exemple, nous allons considérer la fonction réelle de deux variables définie par f de xy est égal à racine carrée de 4 moins x au carré moins y carré. Nous allons noter S0, donc la surface représentative de f, c'est-à-dire la surface d'équation z est égal à f de xy. Et nous voulons connaître la nature de S0 pour pouvoir la représenter. Alors nous allons dire qu'un point M de composante x, y, z appartient à 0. Si et seulement si les coordonnées de M vérifient l'équation z est égale à f de xy, nous remplacerons f de xy par son expression. Afin de ne plus avoir de radical, nous élèverons au carré, et pour s'assurer l'équivalence, nous préciserons le signe de z pour que cette égalité soit assurée. Ensuite, nous ferons apparaître une équation d'une sphère, et donc nous pourrons dire que le point M est sur la sphère S de centre O et de rayon grand R que nous préciserons, tout en vérifiant la contrainte sur Z que nous aurons précisée initialement. Et nous pourrons alors interpréter ceci ceci en précisant sur quelle partie de la sphère le point M se trouve. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Un point M de coordonnées x, y, z est sur la surface représentative de f, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation z est égal à f de xy, avec f de xy qui est égal donc à racine de 4 moins x au carré moins y carré. Alors nous élevons cette égalité au carré, nous obtenons z carré est égal à 4 moins x au carré moins y carré, mais comme cette égalité nous donne deux possibilités, soit z est égal à racine ou z est égal à moins racine, pour s'assurer que nous avons bien z est égal à racine de l'expression, nous allons préciser que nous devons aussi avoir z supérieur égal à 0. Nous obtenons ainsi l'équation x au carré plus y carré plus z carré est égal à 4, donc en regroupant x au carré y carré du même côté que z carré, et la contrainte z supérieure à 0. Ici, donc, nous pourrons voir que 4, ça peut être vu comme du r carré. Donc, nous faisons apparaître une équation de la forme x carré plus y carré plus z carré est égal à r au carré. Et donc, ici, nous reconnaissons l'équation de la sphère S de centre O et de rayon grand R, qui est donc égale à racine de 4, c'est-à-dire à 2. Et M doit en plus, les coordonnées de M doivent en plus vérifier la contrainte z supérieure à 0. Alors, et donc ceci, si nous voulons l'exprimer de manière plus simple, nous allons dire que M est sur la partie supérieure selon OZ, puisqu'effectivement la partie supérieure selon OZ correspondra bien au point qui vérifie une cote Z positive de la sphère S de centre O et de rayon 2. Nous pouvons maintenant représenter la surface S0. Nous pouvons dire aussi que la surface S0 est la demi-sphère supérieure selon l'axe OZ, issue de la sphère S centre O et de rayon R égale 2. Donc si nous voulons la faire apparaître dans ce repère, donc ça serait donc la partie supérieure de la sphère selon les Z positifs. Alors nous avons donc représenté un repère en temps normal OIJK où OI est l'axe des abscisses, OJ est l'axe des ordonnées et OK est l'axe des Z. Et donc on peut voir que les vecteurs J et K sont sur le plan et le vecteur I est sortant vers nous. Alors pour représenter cette demi-sphère qui a un rayon R égale 2 et un centre O, nous allons donc faire apparaître
sur l'axe OX la valeur 2 et la valeur moins 2, nous allons faire apparaître sur l'axe OY la valeur 2 et la valeur moins 2, et sur l'axe OZ la valeur 2. Nous ne faisons pas apparaître la valeur moins 2 puisque nous nous intéressons qu'aux points ayant une cote positive. Nous allons voir ensuite comment représenter cette demi-sphère. Pour représenter cette demi-sphère, c'est-à-dire la demi-sphère supérieure de centre O de rayon R égale 2, donc selon les Z positives, nous allons en premier temps représenter le cercle de centre O et de rayon R égale 2 porté par le plan OIJ. Ensuite, nous allons représenter donc le demi-cercle porté par le plan OJK relatif donc aux cotes Z positif, ce demi-cercle ayant pour rayon R égale 2 encore une fois, et pour centre 0. Et donc en représentant ceci, nous faisons apparaître l'allure de la demi-sphère supérieure selon l'axe OZ, de centre O et de rayon R égale 2. Nous avons ainsi représenté S0. Nous pouvons faire apparaître donc S0. Nous savons que S0 est la surface représentative de f, c'est-à-dire c'est la surface de l'équation z égale f de xy, avec f de xy est égal à racine de 4 moins x au carré moins y carré. Alors, nous allons considérer le vecteur A à deux composantes, 0 et racine de 2. Comme ce vecteur n'a que deux composantes, nous allons le placer dans le plan OIJ. Donc, en abscisse, son abscisse est nulle, et sa composante sur OY est racine de 2. Et nous pourrons approcher racine de 2 par 1,41. Nous pouvons ainsi construire le vecteur A. Nous allons ensuite calculer l'image de A par f, nous allons calculer f de A, c'est-à-dire f de 0 racine de 2. Et pour cela, nous allons utiliser l'expression de f de xy. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous pouvez le temps d'effectuer ce calcul, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Pour calculer f de A, nous calculons f de 0 racine de 2, c'est-à-dire que nous allons remplacer x par 0 et y par racine de 2. Ainsi, 4 moins x au carré nous donne 4 moins 0 au carré, et mon y carré nous donne moins le carré de racine de 2. Ce qui nous donne racine de 4 moins 2, ce qui nous donne racine de 2. Donc ainsi, f de A est égal à racine de 2. Nous avons établi que pour le vecteur A à deux composantes 0 racine de 2, son image est f de A égale racine de 2. Nous pouvons alors ainsi placer sur S0 le point A, qui sera en fait le point image du vecteur A par f, c'est-à-dire le point de composantes 0 racine de 2 qui sont en fait les composantes de A. Et ensuite, en troisième composante, f de A qui est égale à racine de 2. Donc nous allons placer ce point A sur la sphère, la demi-sphère S0. Pour construire le point A, image du vecteur A, nous nous plaçons sur le point pointé par le vecteur A dans le plan OIJ, et nous allons nous déplacer en cote de la valeur de f de A. Et f de A vaut racine de 2. Nous voyons ainsi apparaître le point A, qui est le point donc image du vecteur A par f, et ce point A est donc bien sur la demi-sphère S0, parce que les coordonnées de A vérifient l'équation z égale f de xy. Effectivement, nous avons bien que racine de 2, la cote z est bien égale à f de xy est égale à f de 0 racine de 2. Nous avons donc S0 qui est la surface représentative de la fonction réelle f, c'est-à-dire que S0 est la surface de l'équation z égale f de xy avec f de xy est égal à racine de 4 moins x au carré moins y carré. Nous avons considéré le point A de composante 0 racine de 2 qui est un point de S0. Et on va noter maintenant, donc grand P indice grand A, le plan tangent à la surface S0 en le point A. Et nous voulons déterminer une équation de ce plan tangent. Nous allons déterminer une équation du plan tangent PA de deux manières. D'abord par une démarche géométrique et ensuite par une démarche analytique. Alors dans un premier temps, nous allons rappeler que le rayon issu du point de contact entre le plan et la sphère est orthogonal au plan. Effectivement, si je considère donc une demi-sphère, une sphère ou une demi-sphère, et un point A sur cette demi-sphère, et que je place le plan tangent à cette demi-sphère au point A, donc ce plan tangent aura pour seul point contact le point A, et donc le rayon, c'est-à-dire le vecteur OA, sera orthogonal au plan tangent. Donc ainsi, le vecteur OA définit un vecteur normal du plan tangent en A, dans le cas d'une demi-sphère. Nous savons que le vecteur OA est un vecteur normal au plan tangent PA, et nous savons que A a pour composante 0, racine de 2, racine de 2. Nous pouvons déduire les composantes du vecteur OA.
Nous aurons ainsi obtenu un vecteur normal au plan PA. Nous pourrons donc en déduire une équation cartésienne du plan PA. Il ne restera plus qu'à déterminer D, et D nous le déterminerons en disant que le point A doit appartenir au plan tangent PA. Et nous aurons alors ainsi déterminé une équation cartésienne du plan tangent en A à la surface S0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter des blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Le point A a pour composante 0, racine de 2, racine de 2, ainsi le vecteur OA a aussi pour composante 0, racine de 2, racine de 2. Ce vecteur OA étant un vecteur normal à PA, on déduit que PA admet une équation cartésienne de la forme, donc 0x plus racine de y plus racine de z plus d, où nous faisons apparaître en facteur de x, y et z les composantes du vecteur OA. Nous allons déterminer D, pour cela nous allons dire que A appartient au plan PA, donc nous allons remplacer x par 0, y par racine de 2 et z par racine de 2, nous obtenons ainsi que 0 fois 0 plus racine de 2 fois racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 2 plus d est égal à 0. Donc racine de 2 plus racine de 2 nous donne 2, et racine de 2 fois racine de 2 nous donne 2. Nous trouvons donc que d est égal à moins 4. Nous obtenons ainsi qu'une équation cartésienne du plan tangent en A à la surface S0 est donnée par 0x plus racine de y plus racine de z moins 4 est égal à 0. Nous allons maintenant retrouver ce résultat, mais en procédant par une démarche analytique. Nous allons donc procéder à la démarche analytique. Nous rappelons que f de xy est égal à racine carrée de 4 moins x au carré moins y carré. Nous avons posé le vecteur A à deux composantes 0, racine de 2, et grand A est le point image du vecteur A par f, c'est-à-dire le point de composante 0, racine de 2, racine de 2. Et nous voulons déterminer un plan tangent au point A à la surface S0. Et nous savons qu'un vecteur normal au plan tangent PA est donné par le vecteur de composante, dérivée partielle de f par rapport à x en A, dérivée partielle de f par rapport à y en A, moins 1. Nous allons donc calculer les composantes du vecteur normal n pour en déduire ensuite une équation du plan tangent PA. Alors nous commençons par calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors nous pouvons remarquer que f est de la forme racine de u. Et nous savons que la dérivée de racine de u est donnée par u' sur 2 racines de u. Nous allons donc faire apparaître au dénominateur donc 2 racines de u, avec u qui est l'expression 4 moins x au carré moins y carré, et nous ferons apparaître au numérateur la dérivée par rapport à x de u, de 4 moins x au carré moins y carré. Nous pourrons simplifier les deux, nous obtiendrons ainsi une expression simplifiée de la dérivée partielle de f par rapport à x, et ensuite nous calculerons donc la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à x en a, en le vecteur a, c'est-à-dire nous calculerons en fait la dérivée partielle de f par rapport à x en le couple 0 racine de 2. Donc nous remplacerons x par 0 et y par racine de 2 dans l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à x, et nous obtiendrons alors la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à x en le vecteur a. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer les calculs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Pour calculer la dérivée partielle de f par rapport à x, nous écrivons donc au dénominateur 2 racines de u, c'est-à-dire 2 racines de 4 moins x au carré moins y carré, et au numérateur nous calculons donc u'. Nous calculons la dérivée de 4 moins x au carré moins y carré par rapport à x, ce qui nous donne moins 2x. Et en simplifiant les deux, nous obtenons moins x sur racine carrée de 4 moins x au carré moins y carré. Nous calculons donc la valeur de cette expression pour x qui vaut 0 et y qui vaut racine de 2, et nous voyons qu'en remplaçant x par 0, nous allons voir apparaître un 0 au numérateur. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à x en a est égale à 0. Nous allons ensuite calculer la dérivée partielle de f par rapport à y, en utilisant encore une fois que la dérivée de racine de u est u' sur 2 racines de u, donc nous ferons apparaître au numérateur la dérivée de 4 moins x au carré moins y carré par rapport à y, et en dessous donc 2 racines de u, donc 2 racines de 4 moins x au carré moins y carré. Nous pourrons simplifier encore une fois les deux. Ensuite nous calculerons la valeur de cette dérivée partielle en a, en calculant la dérivée partielle de f par rapport à y en 0 racine de 2, c'est-à-dire que nous remplacerons x par 0 et y par racine de 2 dans l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à y. Nous obtiendrons ainsi la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à y en le vecteur a. Et nous pourrons alors conclure sur un vecteur normal du plan tangent PA, puisque nous savons que la première composante est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x en a que nous avons calculé. Nous savons que la deuxième composante est égale à la dérivée partielle de f par rapport à y en a que nous viendrons de calculer, et nous savons que la troisième composante vaut moins 1. Et nous pourrons alors en déduire
l'allure d'une équation cartésienne du plan tangent en A. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour calculer la v partielle de f par rapport à y, donc nous appliquons donc la formule u' sur 2 racine de u, avec u qui est égal à 4 moins x au carré moins y carré. Alors au numérateur, nous écrivons la dérivée par rapport à y de 4 moins x au carré moins y carré, ce qui vaut bien moins 2y. Et nous écrivons en dessous 2 racines de u, donc 2 racines de 4 moins x au carré moins y carré. Donc, encore une fois, nous voyons que les deux peuvent se simplifier. Nous obtenons ainsi moins y sur racine de 4 moins x au carré moins y carré. Calculons la valeur de cette expression en A, c'est-à-dire en le couple 0 racine de 2. Nous remplaçons x par 0, nous voyons apparaître donc un moins 0 au carré. Nous remplaçons ensuite y par racine de 2, donc nous voyons au numérateur moins racine de 2, et sous le radical, moins le carré de racine de 2. Ce qui nous donne donc moins racine de 2 sur racine de 4 moins 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur racine de 2, nous trouvons donc moins 1. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à y en A est égale à moins 1. Nous pouvons alors en déduire un vecteur normal au plan tangent, qui va avoir pour composante 0, moins 1, 1, effectivement, 0 étant la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à x en A, moins 1 étant la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à y en A, et la troisième composante étant égale à moins 1. Nous avons ainsi obtenu un vecteur normal au plan tangent en A. Nous pouvons en déduire que le plan tangent en A admet une équation de la forme 0x moins une fois y moins une fois z plus d, où nous faisons apparaître donc en facteur de x, y et z les composantes du vecteur normal. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la constante d pour avoir une équation cartésienne du plan tangent en A. Nous avons établi que le plan tangent en A admettait une équation de la forme 0x moins y moins z plus d égale 0. Et nous allons déterminer la constante d. Pour cela, nous allons dire que le point A de composante 0, racine de 2 appartient au plan tangent P, PA. Nous allons donc pouvoir ainsi, en remplaçant x, y et z par les composantes de A, déterminer la valeur de la constante d. Nous pourrons leur donner une équation cartésienne du plan tangent en A, et nous pourrons remarquer qu'en multipliant cette équation par moins racine de 2, nous retrouverons la première équation obtenue à l'aide de la démarche géométrique. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Comme le point A de composante 0, racine de 2 appartient au plan tangent A, nous pouvons remplacer x, y et z par 0, racine de 2. Nous obtenons ainsi donc 0 moins racine de 2 plus d est égal à 0, ce qui nous donne d est égal à 2 racine de 2. Nous pouvons donc dire que l'équation de plan obtenue pour le plan tangent A est donnée par 0x moins y moins z plus 2 racine de 2 égale 0. Et nous remarquons qu'en multipliant cette équation par moins racine de 2, nous obtenons l'équation donc 0x plus racine de 2y plus racine de 2z moins 4 égale 0, ce qui est bien l'équation initiale que nous avions déterminée à l'aide de la démarche géométrique. Fin de cet exemple et fin de cette séance.